Chers amis, c'est un grand plaisir, un grand honneur d'ouvrir cette session spéciale du PHC dédiée à l'Afrique et à la francophonie. Il faut féliciter Patrick Marcelin de cette initiative que j'espère va faire date dans les prochains PHC en live quand nous serons sortis du tunnel du Covid. L'hépatite B est une tragédie pour l'Afrique, comme l'avait très bien dit Roger Sombier dans un de ses articles. Ici, vous avez Nature qui montre que l'hépatite B a surpassé les autres fléaux que sont la malaria, la tuberculose et HIV. Ceci est illustré sur le panel de gauche. Et vous voyez bien que la malaria décroît, la tuberculose aussi, HIV après un pic est en décroissance rapide, mais qu'en orange, vous avez l'hépatite qui monte avec une mortalité croissante depuis les années 2000. Ceci s'explique par l'immense réservoir en Afrique. Sur 257 millions de porteurs, 60 millions sont en Afrique. 136 000 morts. Hélas, la couverture vaccinale est très insuffisante et on le sait, on le verra, les thérapies antivirales ralentissent la maladie sans la guérir. Enfin, et 3 fois hélas, seulement très peu de malades, moins de 5%, sont traités. Sur ce graphe, vous avez les programmes de surveillance et ils aboutissent à un constat navrant, un espoir de vie très diminué pour l'Afrique, puisque vous voyez qu'à Taïwan, il va presque jusqu'à 10 ans, il décroît au Japon, en Chine, en Amérique, il est plus bas en Europe et Corée du Sud, mais il est dramatiquement court avec un espoir de vie inférieur à 18 mois pour l'Afrique. Sur cette diapo, j'ai utilisé un mot un peu violent qui est le mot turbine pour faire comprendre que vraiment, il y a un processus inexorable où la réplication virale, et quel que soit le contexte, elle pousse inlassablement au cancer en fonction de son intensité. Et on retrouve les bases des recommandations de l'OMS avec ce fameux 2000 unités, 10 000 copies, qui est le seuil de cassure d'accélération flagrante du cancer. Et donc, il faut toujours le garder présent à l'esprit. Je veux maintenant m'adresser à quelque chose qui est vraiment fâcheux et qui est l'équivalent d'un blocus tout à fait paradoxal, puisque le diagnostic empêche le traitement. Et ceci pour des raisons financières, comme je vais l'expliciter ici. Sur cette diapo, elle montre que le traitement actuel n'est que virostatique. On ne devrait pas utiliser le terme antiviral. La suppression virale diminue l'intensité de la maladie, mais ne l'annule pas et elle exige un traitement indéfini. Les NUC qui entraînent une virosuppression sans échappement diminuent la fibrose, vont décroître, mais pas empêcher la survenue du cancer. Alors, que faut-il faire? Que voulons-nous? Sur cette diapo, on voit le traitement et en rouge, la réplication et l'HBV-DNA. En bleu, l'expression de l'antigène. Actuellement, nous sommes au niveau d'un traitement partiel avec une réplication inhibée, mais un taux d'HBS généralement peu modifié. Or, ce que nous voulons, c'est un vrai statut, une vraie guérison fonctionnelle, comme cela est expliqué en anglais, où l'ADN et l'HBS sont négatifs avant que l'anti-HBS puisse apparaître. Parallèlement,
le cccDNA, dont vous reparlera Massimo, se décroît sans être éliminé. Mais ces objectifs d'annulation de l'HBS doivent être atteints rapidement, et c'est là que le bas blesse. Il faut que l'HBS soit éliminé avant 50 ans, et ceci est rarement atteint et on l'oublie. Sur cette plaque est un article du Journal of Hepatology qui est un breakthrough, car il permet de s'affranchir de l'ADN du VHB, qui est le plus coûteux et qui est précisément à la base du blocus financier, en substituant des marqueurs comme HBE et ALT avec des composés usuels peu coûteux que sont les transaminases, l'albumine et les plaquettes. Un check-up diagnostique en Afrique coûte très cher, beaucoup trop cher. Vous allez voir le surcoût par rapport au traitement. C'est vrai pour l'ensemble du bilan. Vous voyez qu'on a des chiffres extrêmement élevés et nous y reviendrons, trop élevés par rapport au coût du traitement d'un an. Ces difficultés elles peuvent être palliées par des points concrets, positifs qu'il faut souligner. Un, l'existence d'un plan stratégique pour l'hépatite B qui fait un cadre pour les traitements. Surtout le tenofovir qui est à 50 € par an. Les transaminases, elles sont peu chères, mais seul l'HBE reste un peu cher pour les pays à ressources limitées. Alors, quelles sont les perspectives? Un grand essai qui a été financé par l'Europe, qui a été mis en œuvre par le MRC, a bien abordé l'ensemble des volets qui sont essentiels autour de ce problème de l'hépatite B en Afrique. Son acronyme est Prolifica et il va être renouvelé en principe. Il se focalise sur le centre du MRC en Gambie et aussi sur le Sénégal voisin. Déjà, ces études ont permis d'étudier l'acceptabilité et la faisabilité des dépistages et du traitement, le coût-efficacité d'études communautaires et précisément la validation de ce score dont je viens de vous parler. Alors, la porte ouverte est maintenant le traitement. Les nouvelles étapes de ce traitement commencent à émerger. La première, je l'ai souligné à plusieurs reprises, c'est l'inhibition de la réplication du virus. C'est la ligne rouge. On sait l'obtenir et il n'y a pas d'échappement, il n'y a pas de résistance, c'est fabuleux. La deuxième étape en cours, c'est la diminution de l'HBS afin de réduire l'antigène qui paralyse les réactions immunes. Ceci est en cours et on commence à avoir des médicaments efficaces à ce niveau. Le but, c'est de pouvoir réanimer, restaurer une réponse immune qui était paralysée par l'excès d'HBS, comme on va le voir. Et enfin, une fois qu'on a pu obtenir cette réinstauration de l'immunité, on peut l'amplifier, la booster, et en particulier avec l'interféron pour avoir des taux d'anti-HBS qui vont verrouiller l'élimination virale. Voici les grandes étapes. Parallèlement, le cccDNA, dont vous reparlera Massimo, est en diminution. La stratégie est toujours la même comme pour le VIH, l'hépatite C, c'est viser des cibles multiples simultanément. On va décliner cela pour l'hépatite B sans aller dans les détails qui vous seront précisés tout à l'heure. Les inhibiteurs de polymérase, les NUC, on les connaît bien.
Ensuite, désormais, il va y avoir des bloqueurs de capsides avec différentes variétés, très efficaces. Puis, les inhibiteurs d'entrée avec Mircludex, et comme vous le savez, il vient d'avoir l'AMM en France, une ATU. Et puis, les inhibiteurs de sortie, les bloqueurs d'HBS, le fameux NAP dont je vais vous reparler. Tous ces antiviraux doivent être combinés avec des immunomodulateurs qui vont restaurer l'immunité, permettre de l'amplifier, qui sont, vous voyez à gauche. Et dans tous les cas, je ne les détaille pas, il y a une multitude de grands groupes pharmaceutiques qui sont impliqués, qui sont la gage du succès attendu. Ici, je reparle des NAP, les nucléocacides peptides qui bloquent les particules HBS qui sont responsables de la paralysie immunitaire, séquestrent l'anticorps, suppressent les T-cells et les cytokines, invalident totalement toute velléité d'immunothérapie. Au total, seule l'élimination de l'HBS est indispensable à des taux de guérison élevés. Sur cette diapo finale, je montre la persistance de la négativation de l'antigène HBS après traitement antiviral obtenu désormais dans près de 50% des cas en polythérapie. Et que voit-on? Eh bien que cette négativité perdure, près de 90%. Donc, sans traitement, on obtient l'équivalent d'une guérison fonctionnelle comme après infection aiguë naturelle. Au total, l'espoir de guérison du VHB dans les 5, même 3 à 7 ans doit inciter à traiter bien plus tôt, beaucoup plus de patients et surtout tous les malades à risque de fibrose et de cancer. Sur cette diapo, vous avez les grandes étapes, les nouveaux médicaments qui vont être soit antiviraux, soit immunomodulateurs, puis des essais cliniques en parallèle performants sur des nombres suffisants avec des nouveaux biomarqueurs tels que l'ARN-VHB qui va s'avérer très précieux pour ces étapes. Et en finale, au bout, il y a la guérison. Avant de terminer, je voudrais remercier tous les collaborateurs, soit à l'hôpital de la Croix-Rouge, soit à l'unité INSERM dans le laboratoire, et puis surtout ceux qui m'ont aidé avec des diapos, Roger Sambier du Burkina et Fabien Zoulim. Et une dernière pensée nostalgique pour la beauté de l'Hôtel Dieu que certains d'entre vous ont connue. Merci beaucoup pour votre attention.